Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'avant-dernière étape de ce Giro 2021, l'étape numéro 20. Dernière explication pour grimpeurs, dernière journée vraiment pour les grimpeurs aujourd'hui, parce que sinon après, ça va être un petit peu compliqué. Il restera encore le contre-la-montre demain. C'est peut-être une journée où on peut renverser des situations ou commencer à renverser des situations pour certains coureurs. On va passer par la Suisse aujourd'hui, étape qui sera très difficile. Deuxième étape en fait la plus difficile parce que vu qu'il y a pas mal d'étapes, on a diminué, voire peut-être même c'est l'étape la plus difficile en termes de dénivelé positif. J'ai pas regardé les dénivelés après modification, notamment de l'étape de Cortina. On aura quand même 3843 mètres de dénivelé positif, surtout sur la deuxième partie de course comme vous le verrez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui peuvent arriver sur la chaîne et des vidéos dans d'autres domaines que le cyclisme. Et puis bon, on va commencer tout de suite. Étape numéro 20, étape très difficile de ce Giro 2021. Tout de suite le profil. Vous le voyez, Verbiana pour Valleș-Pugla, l'Alpe-Mota. On va passer un grand moment en Suisse, dans la vallée des Grisons, je ne sais plus, du côté de la Suisse, et puis voilà, des montées très compliquées, en sachant que c'est moite-moite au niveau des difficultés entre Suisse et Italie, je dirais. On va partir de Verbiana et puis très vite, kilomètre 17.5, sprint intermédiaire à Cannobio. Ça sera compliqué, je pense, pour renverser la situation avec Peter Sagan, mais ça pourrait nous animer le début de course pour le maillot cyclamen et rendre la sortie de l'échappée plus compliquée. Ensuite, on passe par Ascona, Cugnasco. À Ascona, je crois qu'on est déjà en Suisse, hein, donc au bout de 32 km de course. Locarno, à Arbedo, Lostalo. Et c'est quasiment le pied de la difficulté la plus longue de ce Giro. Le Passo San Bernardino, 23 km 700 à 6,2% de moyenne, côte de première catégorie. C'est très très long, c'est ce qui fait la difficulté de cette côte. On sera quand même à 2066 mètres d'altitude. Voilà pour cette montée, le Passo San Bernardino. Il n'y a pas des très très gros pourcentages, mais en fait c'est tout le temps dur, c'est tout le temps difficile sur cette difficulté, c'est-à-dire que c'est assez régulier. Il y a deux replats entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 et entre le kilomètre 14 et le kilomètre 17. Où là, voilà, il y a même presque une redescente à ce moment-là. C'est régulier. C'est pas la pente qui va rendre cette montée difficile, c'est la longueur, parce que ça va durer quasiment une heure, 23 km. C'est donc ça qui va faire que la montée va être très très longue. Ça va prendre, je pense, entre 45 et 50 minutes de montée. Donc c'est un effort qu'il faut passer. Et puis surtout, on est, encore une fois, à un jour de l'arrivée. Donc au niveau des jambes, ça commence à être très très compliqué. Descente vers Interrhein et le Splugen, descente qui n'est pas très longue, et on arrive au kilomètre 126, je rappelle que l'étape fait 164 km, et on passe au Splugenpass, passe non suisse, ou au Passo della Spluga, non italien, c'est la frontière entre la Suisse et l'Italie. 8 km 900, 7,3% de moyenne, côte de première catégorie, du côté du Splugenpass. Moi je vais dire le nom suisse, allemand on va dire, parce que j'ai quand même fait allemand LV2, je suis plus à l'aise avec allemand qu'avec l'italien, quoique des fois on a des doutes. 2112 mètres d'altitude, c'est quasiment le point le plus haut de ce Giro. Là encore, c'est une côte très Alpes suisse, très Alpes français, je dirais. La pente est régulière. Par contre, on a quand même un passage à 8,9% entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2. Ce qui va faire la difficulté de cette montée, c'est qu'on commence aux alentours de 1400 mètres d'altitude et qu'on va finir à 2100 mètres. Donc on va toujours être très haut en altitude. Donc les coureurs qui n'aiment pas trop l'altitude, qui n'aiment pas ça, ils vont peut-être passer un mauvais moment dans cette montée. Sinon la pente est régulière. C'est pas extrêmement dur, mais du fait qu'on soit en altitude et en troisième semaine, ça va être compliqué. Faire attention également à la descente du Splugenplatz, assez technique, c'est indiqué par les organisateurs qu'on a notamment des tunnels dans les descentes qui
va être très compliqué parce que quand vous rentrez dans un tunnel et il fera beau sur cette étape, vous rentrez avec beaucoup de luminosité. Ensuite, vous êtes dans le tunnel, il fait complètement noir et à la sortie, ça va vous faire un moment tout blanc. C'est comme quand vous regardez le passage du tunnel au Grand Prix de Monaco et avec les caméras de télévision, ça représente bien cet effet-là, c'est que vous êtes complètement ébloui. Et donc, il faudra faire attention si les tunnels sont proches d'un virage parce que ça peut vous faire rater le point de freinage et vous provoquer une chute. Il y aura la dernière montée avec le sprint bonification qui sera en fait à 2 km de l'arrivée à Madésimo. Ça pourrait peut-être modifier, pourquoi pas, le classement. Et puis donc cette montée finale du Valle Splugla Alpemota, 1723 mètres d'altitude. C'est la montée avec le plus de pourcentage, l'Alpemota, notamment entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, on a 10,2% et entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7, avec là également 9,7%. Le sprint intermédiaire sera sur la portion quasiment plate entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. C'est une montée qui est assez courte, qui a des pourcentages. Ça peut entraîner des modifications au classement, mais bon, il faudra quand même, si on veut que Bernal saute, il aurait peut-être fallu déjà travailler la veille pour Bernal saute. Mais l'Alpemota, si vous êtes dans un mauvais jour, oui, vous pouvez perdre 1 minute 30, je pense. Ça sera peut-être compliqué quand même de perdre plus sur l'Alpemota. Par contre, vous avez les côtes auparavant, et si un Bernal est déjà en difficulté, notamment dans le perso San Bernardino, ça pourrait rendre vraiment la situation très compliquée pour le coureur colombien, même si on sait qu'il aime quand même l'altitude. Egan Bernal. On va passer à l'histoire de cette étape. L'histoire de cette étape, on est arrivé 2 fois à Madezimo et une fois en 87, et victoire d'un Français en 87, c'était Jean-François Bernard. Jean-François Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père déjà de Julien Bernard, le coureur de la Trek Segafredo. Puis Jean-François Bernard, c'était l'un des coureurs majeurs à la deuxième partie des années 80, au tout début des années 90. Il a à peu près fait sa carrière en même temps que Laurent Fignon. Et c'était un coureur sur lequel on misait beaucoup. Il a été très performant, surtout 86, 87, 88. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué, on va dire, dans les années 90. Et puis, il a bien retrouvé la forme dans les dernières années de sa carrière, notamment en 92 et 93. Il était pas mauvais également sur le contre-la-montre. Jean-François Bernard, et c'était aussi un bon coureur de course, de grand tour, mais il était très très fort sur le contre-la-montre. Et donc, sur le Giro 87, il en remporte une étape, il en remportera 2 autres sur le Giro 88 où il misait énormément, même 3 je crois sur le Giro 88, puisqu'il misait beaucoup sur ce Giro 88 où il n'arrivera pas à s'imposer, battu par un Américain. Et sur le Giro 87, pour ceux qui se souviennent, c'est la fameuse année de Stephen Roche. Stephen Roche, cette année-là, qui commente la course, notamment pour Eurosport Angleterre. Stephen Roche, c'est l'année où il remporte à la fois le Giro, à la fois le Tour de France, et également les championnats du monde. Et c'est le seul à l'avoir fait la même année. L'Irlandais qui avait vraiment tout dominé en 87. Et c'est quasiment la seule année où il a été... Enfin, après, c'était un coureur de classique, très bon coureur de classique, mais sur les grands tours, c'est là où il avait réalisé ses meilleures performances. Et Jean-François Bernard, ce jour-là, s'impose devant Robert Millar. Robert Millar, qui était un très grand coureur, là également sur la même période que Jean-François Bernard, et qui est devenu une femme, ce qui a surpris l'opinion britannique il y a 4-5 ans. Il a fait je sais pas si on doit appeler ça un coming out, mais voilà, il a dit qu'il se sentait plus femme que homme. Et Robert Millar, qui n'a aucun lien avec David Millar, le coureur de contre-la-montre, j'ai vérifié, j'avais un doute, et il n'y a aucun lien entre les deux. Ce sont juste des homonymes. On passe à la météo, météo qui va être assez particulière sur cette étape. Alors certes, il fera beau, 20 degrés en plaine, 10 degrés sur les sommets, le fait d'avoir 2000 mètres d'altitude, ça change quand même pas mal la donne. Vent d'eau en début d'étape, beaucoup de vent d'eau. Le vent, de toute façon, va être aux alentours entre 40 et 50 km/h, vent de dos, 3 quarts d'eau. Et puis, en fait, au Passo San Bernardino, il va passer de face. Pareil, à l'Alpemota, il sera plutôt de face, ce vent. Sur l'Alpemota, sur la dernière côte. Par contre, il sera plutôt de côté au Splugenplatz. Donc on va avoir un vent qui va plutôt tourbillonner
Bien entendu, ce sont les informations de la chaîne météo, donc il faut les prendre avec parcimonie sur le sens du vent, surtout quand il est aussi changeant. Là, c'est les informations que j'ai. Donc, si le vent est très changeant, ça pourrait engendrer des difficultés sur la course, surtout s'il est de côté dans le Splügenpass, avec les difficultés dans la descente. Ça pourrait nous rendre un petit peu la descente dangereuse. Du côté de la stratégie, moi, je vois une grosse échappée aujourd'hui qui s'impose. Je pense qu'il y aura une belle bagarre pour le maillot bleu. Geoffrey Bouchard va tout faire pour prendre les derniers points qui lui manquent. Et puis derrière, on aura une bagarre entre leaders. Tout dépendra de ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui quand j'enregistre la vidéo, donc hier pour vous. Donc voilà, il y aura peut-être une grosse bagarre entre leaders. Si Bernal, on va dire, s'en sort très très bien hier, peut-être que ça annihilera toute tentative d'offensive aujourd'hui, ou peut-être que ça sera les grandes manœuvres pour cette étape-là. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Victor Lafay, qui a fait 24e, c'était au Montezoccolan, sur une étape comme ça peut peut-être le faire. J'ai mis Terrada également de Astana, parce que c'est vrai que Vlasov va peut-être laisser maintenant courir ses coéquipiers, laisser partir dans des échappées. J'ai mis Dan Martin, parce que pourquoi pas deux étapes du côté de Dan Martin. Et puis en grosse cote, j'ai mis Cepeda, parce que j'y crois encore à Cepeda, qui a traversé ce Giro quand même comme un petit peu l'homme invisible. Ça a été très compliqué pour Cepeda. Et puis bien entendu, il y aura Bouchard dans l'échappée. Ça c'est indéniable, mais je pense que comme il va se concentrer sur le maillot bleu, peut-être qu'il aura des difficultés pour aller chercher la victoire aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.